Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder du temps pour cette interview pour Kurdistan In, donc notre média en français, en anglais et en allemand. Bernard-Henri Lévy, vous êtes un ami de longue date du peuple kurde. La première fois, je crois que vous êtes venu ici en 1991, situation très difficile pour le peuple kurde qui avait fui la répression une nouvelle fois du régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, vous êtes de retour dans la région du Kurdistan. Ma première question sera simple, Monsieur Lévy. Quelle est la raison de cette visite? La raison de cette visite, c'est d'être aux côtés de mes amis kurdes. Chaque fois que j'ai essayé, depuis en effet 30 ans, chaque fois que j'avais le sentiment qu'ils se trouvaient dans la peine, dans le, dans le désarroi et surtout en danger, j'ai essayé d'être à leur côté, voilà, pour témoigner, pour parler, pour écrire. Et là, la situation dans la région, la situation en Iran, cette révolte magnifique des femmes et des citoyens, tout ça a des effets ici au Kurdistan. Il y a des menaces qui viennent de Téhéran, des menaces directement adressées aux Kurdes. Et il y a une sorte de climat de grande tension ou de tragédie suspendue. Et dans ce cas-là, c'est vrai que j'aime bien être ici, venir voir mes camarades kurdes. Voilà, donc Monsieur Lévy, comme vous l'avez rappelé, cette amitié remonte à 30 ans désormais. Puis-je savoir d'où vous vient cette amitié, cet intérêt pour la cause kurde, le peuple kurde en général? Un mélange de circonstances et de nécessités. Circonstances, c'est un reportage que j'avais fait en 1991, je ne sais même plus pour quel média d'ailleurs. Et puis la nécessité, c'est que j'ai dès ce temps-là rencontré des femmes et des hommes. C'est toujours difficile de généraliser, mais tout de même magnifiques. Magnifiques par leur volonté de construire dans un Proche-Orient compliqué, mais surtout à l'époque fanatisé, une démocratie. Leur volonté leur habitude ancestrale de pratiquer un islam éclairé, ouvert. Tout ce que je savais et que j'ai appris très vite de la manière dont ils avaient sauvé contre Saddam Hussein et encore bien avant un grand nombre de juifs. Tout ça fait que ce peuple m'a semblé être une sorte d'exception. Voilà, l'exception kurde. J'y ai été très tôt sensible. Et un peuple exception, un peuple à part, un peuple qui n'est pas avare d'actes admirables, par principe, ça me passionne, ça m'intéresse et ça m'attache. Donc aujourd'hui, les Kurdes ont une reconnaissance officielle en Irak, donc, où nous nous trouvons, donc la région autonome du Kurdistan d'Irak. Ceci dit, bon, comme on le sait, il y a des Kurdes dans d'autres États. Que pensez-vous de la situation des Kurdes dans ces autres États, et plus particulièrement en Iran aujourd'hui, dont vous avez parlé, avec les manifestations de contestation du régime qui sont très fortes dans tout le pays, et dont le régime iranien est en train d'essayer petit à petit de faire des Kurdes le bouc émissaire, avec bien sûr les boucs émissaires habituels du régime iranien que sont les États-Unis et Israël. Cette rhétorique-là, on la connaît. Aujourd'hui, il y a des menaces directes sur la région du Kurdistan, et les Kurdes sont pris pour cible par le régime iranien pour ce qui est une contestation de l'ensemble du peuple iranien. Que pensez-vous de la situation, de cette contestation, pour les Kurdes notamment? D'abord, les Kurdes ont une reconnaissance en Irak, oui. Enfin, une reconnaissance fragile. Hein. Rappelez-vous tout de même, Bien sûr, bien sûr. ce jour de septembre 2016, où ils organisent un référendum, qui était un référendum consultatif, qui ne préjugeait en rien d'un calendrier d'indépendance. La façon dont la communauté internationale a accueilli ce référendum
Et la façon dont l'État soi-disant fédéral irakien les a traités était indigne. L'État fédéral irakien leur a envoyé les chars et les a amputés de leurs poumons, c'est-à-dire la zone de Kirkouk. Donc c'est une reconnaissance fragile, suspensive, conditionnée et qui pourrait, ce qu'à Dieu ne plaise, être reprise aussi vite qu'elle fut, peut-être plus vite qu'elle ne fut accordée. Parce qu'elle a été accordée au terme d'une longue lutte et elle pourrait être reprise de manière assez sauvage et expéditive. On l'a vu en 2016. Si les Kurdes n'avaient pas résisté à Alton-Koupri, entre Kirkouk et Erbil, les milices, les proxies de Bagdad et de l'Iran seraient peut-être arrivés jusqu'à Erbil. Après, à l'instant où nous parlons, en effet, nous assistons à cet événement extraordinaire qu'est la révolte des femmes, puis des frères, des maris et des fils d'Iran. Révolte populaire massive dans quasiment chacune des 31 régions, dans toutes les classes sociales, et sur un mot d'ordre qui n'est plus un mot d'ordre catégoriel, qui ne concerne plus comme en 2019 le prix de l'essence, ou comme en 2009, ce qui était déjà pas mal le respect des élections, mais un mot d'ordre qui est la chute du régime. Bien, on est face à ça, et c'est un des grands événements du XXIe siècle. Pour l'instant, des événements historiaux, de l'ordre de l'historial, j'en connais pas beaucoup. Peut-être les accords Abraham et cette révolte iranienne. Et en effet, comme les gardiens de la Révolution ont du mal à admettre qu'ils reculent devant des femmes, dont le seul crime et dont la seule arme est d'ôter leur foulard et de le faire tournoyer, comme ils ont du mal dans leur virilité ridicule d'admettre cela, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent c'est la faute aux Américains, aux Juifs et aux Kurdes. Et il y a quelques heures, avant que nous rencontrions, j'ai vu ce grand titre de Rudao, chaîne de télévision sérieuse, kurde, qui évoque la possibilité d'une intervention au sol de l'Iran. Ce qui serait évidemment un crime, une catastrophe, et qui plongerait la région dans un chaos indescriptible. Mais surtout, ce qui est frappant aussi, enfin pas surtout aussi, c'est la logique du bouc émissaire, la logique conspirationniste, autrement dit la logique débile et fascisante, une fois de plus, du régime iranien. Qu'est-ce que c'est que le fascisme aujourd'hui? Un de ses éléments de langage et son épine dorsale, c'est le conspirationnisme, le complotisme, la recherche d'un bouc émissaire et l'attribution à ce bouc émissaire d'une espèce de pouvoir diabolique et la création d'une causalité diabolique entre une impulsion donnée, en l'occurrence soi-disant au Kurdistan, et un effet soi-disant dans les villes iraniennes. Donc voilà, on assiste à ça. Ce déchaînement de conspirationnisme à Téhéran, cette incapacité à penser leur propre échec de la part des mollahs et le fait de le mettre sur quelqu'un d'autre, et les Kurdes qui risquent d'être, une fois de plus, les victimes de cette opération. Je croise les doigts, je prierais si je pouvais prier, et j'espère de tout mon cœur que les Kurdes ne vont pas encore vivre une catastrophe de plus. Ils ont honnêtement assez payé déjà. Alors effectivement, pour nos auditeurs, il est vrai que les gardiens de la révolution iranienne ont menacé d'intervention directe la région du Kurdistan, qu'ils accusent d'abriter donc des partis d'opposition iraniens qui seraient selon eux à l'origine de la contestation actuelle en Iran. Alors c'est faux ça, parce que il se trouve que les groupes d'opposition iraniens en question, je les connais. J'étais il y a 3 ans à Koya, qui a été bombardé il y a quelques jours. Qui vient d'être bombardé. Et qui est le siège, qui l'est toujours d'ailleurs, des 2 partis d'opposition iraniens
kurdes qui maintenant n'en ont fait plus qu'un, qui se sont alliés et qui sont accusés de fomenter des troubles en Iran. C'est faux. Ces groupes, ça fait des années et des années qu'ils sont installés en Irak, que leur activité politique se limite à l'Irak, qu'ils ont renoncé à tout ce qui pourrait ressembler à de la complicité avec la lutte armée et qu'ils luttent par des moyens pacifiques. Donc, ils défendent en Irak les droits des Kurdes d'origine iranienne en Irak. Lorsqu'il y a eu la lutte contre Daesh, ils ont formé des unités où ils ont rejoint des unités de Peshmerga à l'intérieur des bataillons Peshmerga réguliers. Et il est faux, non seulement c'est du conspirationnisme, mais c'est faux de dire qu'ils seraient à l'origine des troubles en question et qu'ils seraient mêlés et qu'ils fomenteraient des opérations paramilitaires en territoire iranien. C'est inexact. Nous avons eu sur Kurdistan In l'occasion d'interroger un témoin franco-kurde qui se trouvait sur place à Koye. Effectivement, les victimes sont civiles. Ce sont des écoles et des hôpitaux qui ont été bombardés à Koye et dans d'autres localités de la région du Kurdistan en Irak. Monsieur Lévy, j'aimerais maintenant en venir à la question des Kurdes en Syrie, qui ont une autonomie de fait, qui ont été le fer de lance de la lutte contre le groupe terroriste État islamique et qui sont dans une situation extrêmement fragile, puisque déjà agressés plusieurs fois par la Turquie, et qui risquent à tout moment une nouvelle agression turque ou du régime syrien, et qui ne sont pas soutenus par la communauté internationale. Que pensez-vous de leur situation fragile ? Pas soutenus, c'est un euphémisme. Ils ont été lâchés. Comme les Kurdes d'Irak ont été lâchés en 2016 au moment de leur référendum, les Kurdes syriens du Rojava ont été lâchés en 2017 par Donald Trump, qui a décidé ce qu'on appelle pudiquement dans ce genre de langage munichois un redéploiement, c'est-à-dire en vérité un retrait. Donc aujourd'hui il y a des drones iraniens sur le Kurdistan d'Irak et il y a des drones turcs sur le Kurdistan de Syrie. Et malgré ça, vous avez un peuple syrien, le peuple du Rojava, qui lutte vaillamment pour reconstruire ses villes, pour reconstruire sa société civile et pour édifier une société selon ses voeux. Voilà, sous les bombes, sous les drones. Effectivement. Pour en revenir plus précisément à la question de la région autonome du Kurdistan d'Irak, où nous nous trouvons, donc vous avez fait partie, comme vous l'avez rappelé, des soutiens à ce référendum sur l'autodétermination qui était consultatif en 2016. Comme nous le savons, aucun pays, même ceux se disant alliés, n'a soutenu cette revendication et cette démarche démocratique et pacifique des Kurdes d'Irak. Pourquoi, selon vous, est-ce que, comme le disait le général de Gaulle, les États n'ont pas d'amis mais que des intérêts, ou est-ce que ça n'est pas dans l'intérêt d'aucun État que la question kurde soit réglée de manière pacifique ? C'est l'intérêt, au contraire, de la plupart des États normaux et démocratiques. Parce qu'un Kurdistan indépendant serait un pôle de stabilité, un pôle d'équilibre, un point d'irradiation vertueuse de la région, donc c'est leur intérêt. L'intérêt des démocraties, c'est d'avoir des régimes frères. Après, les peuples n'ont pas d'amis et les États n'ont pas de courage. Qu'est-ce que je vous dis ? Ils ont peur d'affronter les Turcs, les Iraniens, les Syriens et Bagdad. Il y a cette espèce de fiction de l'État irakien, cet État qui vient de fêter son 100e anniversaire, enfin qui est toujours incapable de fêter ou de célébrer la construction d'une administration digne de ce nom. Donc il y a ce respect de Bagdad, il y a cette volonté de défendre à tout prix l'intégrité territoriale de l'Irak, cet État failli que l'on respecte comme s'il était un joyau de la civilisation moderne. Donc tout ça, c'est ce qui fait peur à la communauté internationale. Et tout ça, c'est ce qui fait qu'on ne soutient pas les Kurdes et qu'ils sont les grands sacrifiés de la réelle politique contemporaine. Oui,
Vous avez raison, depuis un siècle. Donc effectivement, on a l'impression que le principe d'intangibilité des frontières est plus important que le principe que pourtant la France défendait autrefois du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui de fait dans certaines autres régions du monde joue. Je pense au Kosovo, je pense au Sud-Soudan où des référendums ont eu lieu. Dans un autre contexte et dans une autre mesure à la Crimée, où vraisemblablement ça a marché, et peut-être dans d'autres régions ukrainiennes aujourd'hui annexées par la Russie, vraisemblablement pour les Kurdes cela ne joue pas. Attendez, il n'y a pas ni l'intangibilité des frontières, ni le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne sont des absolus. Effectivement. Ni l'un ni l'autre. Moi, je suis pour l'intangibilité des frontières quand il s'agit d'États démocratiques ou d'États qui ne martyrisent pas leur peuple, d'États qui respectent les corps de leurs habitants. Là, je suis pour les frontières intangibles. Je suis pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes quand ça ne signifie pas le droit des tyrans à disposer de leur peuple. Donc il faut être plus fin que ça, me semble-t-il. Donc par exemple, quand Poutine touche aux frontières de l'Ukraine pour créer dans des zones enclavées de l'esclavage, pour faire vivre les gens sous un régime autoritaire, et en liquidant au passage quelques milliers ou dizaines de milliers de civils, ça je suis contre toucher à l'intangibilité des frontières. Quand toucher à une frontière veut dire en revanche affaiblir un État totalitaire, un État mollarchique, un État fasciste, là, toucher aux frontières. C'est pas la même chose de toucher aux frontières de l'Ukraine. Ça, c'est un crime, parce que l'Ukraine est un pays démocratique, où on vit mieux qu'en Russie. Donc c'est un crime de toucher à la frontière de l'Ukraine. En revanche, toucher à la frontière de l'Iran, où les femmes sont fouettées, où les militants des droits de l'homme sont emprisonnés, bravo, au contraire, à ceux qui touchent à l'intangibilité des frontières iraniennes. Donc ces deux principes-là, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et intangibilité des frontières, sont des principes qui doivent être abordés politiquement selon une ligne de partage. Ils doivent être chacun des deux principes doit être clivé selon un principe qui doit être le principe directeur de toute politique, c'est quel bien et quel mal fait-on au corps des humains, au cœur des citoyennes et des citoyens, au cœur des sujettes ou des sujets. Voilà, c'est ça la vraie question. Pour parler plus globalement de la situation, donc au Moyen-Orient, ne pensez-vous pas que la question kurde est en réalité la question principale en ce qui est de la stabilité de la région, du Proche-Orient, du Moyen-Orient? Elle est pourtant peu souvent abordée au niveau international, un petit peu plus depuis la guerre contre Daesh et la médiatisation qui en est suivie. En comparaison d'autres questions, je pense à la question palestinienne par exemple, qui depuis des décennies occupe les chancelleries et les médias dans tous les pays du monde. Pourquoi, selon vous, est-ce que les Kurdes sont, disons, moins importants que les Palestiniens? Est-ce que pourtant en nombre ils sont 50 millions? En nombre ils sont bien plus importants. La création d'un État kurde, encore une fois, aurait un effet stabilisateur, et non pas déstabilisateur, stabilisateur. Ce serait un État démocratique et sûrement pas un État criminel, ni théocratique, ni livré à des factions Hezbollah ou Hamas. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'Iran, la Turquie, la Syrie et l'Irak ont des grandes gueules. Et eux ont des amis dans la communauté, aux Nations Unies, dans la communauté internationale, au Conseil de sécurité des Nations Unies, parce qu'il y a une internationale des impérialistes. Et que ces pays-là font partie de l'internationale des tyrans ou des empires. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc ça ne marche pas. Ces pays-là s'opposent à l'indépendance du Kurdistan. Et les mêmes, en revanche, font de l'indépendance de la Palestine une cause sacrée. Les mêmes puissances impériales et autoritaires.
Bernard-Henri Lévy, une dernière question. Comment voyez-vous l'évolution de la situation pour ce qui est de la région autonome du Kurdistan d'Irak, avec le contexte dont on vient un petit peu de parler, une situation chaotique à Bagdad depuis des années, qui ne va pas en s'arrangeant, avec l'Iran déstabilisé, avec une Turquie qui tient, qui est peut-être la principale force de la région actuellement, et les menaces qui pèsent sur cette région fragile? La Turquie est peut-être la principale force, j'en sais rien, en termes de géopolitique, mais la principale force dans l'ordre de l'esprit, qui pour moi m'importe peut-être davantage, le principal foyer de valeur, le principal pôle d'irradiation vertueuse, comme je le disais tout à l'heure, c'est le Kurdistan, la région autonome du Kurdistan irakien. Vous avez ici, là où nous parlons, au KRG, une sorte de chef-d'œuvre politique, au fond. Un chef-d'œuvre politique, c'est-à-dire dans une région qui n'est pas reconnue comme un État, baigné par un théologico-politique, celui d'islam, qui n'est pas toujours ni partout compatible avec la démocratie et les droits de l'homme. Vous avez un régime assez miraculeux, pluraliste, démocratique, tolérant aux autres identités, respectant la liberté religieuse et respectant le principe d'égalité des femmes. Donc ça, vous savez, vous avez des chefs-d'œuvre dans l'ordre de l'art, de la littérature, et vous en avez aussi dans l'ordre politique. Cette création, cette entité-là, le Kurdistan irakien, c'est comme ça. C'est pas, je n'en donne le crédit à personne en particulier. Le crédit, s'il revient à quelqu'un, c'est au peuple kurde tout entier. C'est une sorte de chef-d'œuvre. Voilà. Alors c'est un chef-d'œuvre dont j'espère qu'il n'est pas en péril. Voilà. Et c'est le sens de ma venue ici. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy pour cet entretien. Quant à moi, chers auditeurs de Kurdistan In, je vous dis à bientôt donc cette fois-ci c'était filmé, mais pour un podcast avec un autre invité. Merci beaucoup. Merci à vous.